Hello everyone, I'm very happy to see you, to meet you. Je suis vraiment contente de vous retrouver ou de vous accueillir si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Nous allons commencer avec le premier thème in Legal English, en anglais juridique, matière de plus en plus importante pour nous les juristes. Juristes au sens noble du terme, c'est-à-dire qui étudie le droit. Donc, ceci s'adresse autant aux étudiants qui travaillent, qui étudient le droit, qu'aux professionnels du droit qui également étudient le droit. Donc, l'anglais juridique a à présent sa place au CRFPA, est obligatoire également dans le parcours universitaire de droit, alors qu'avant ce n'était qu'une option. Et de façon générale, dans tous les métiers, c'est une langue en France qu'il faut savoir. On peut dire que c'est la deuxième langue. Il faut bien sûr d'abord connaître notre chère langue française qui est magnifique. C'est un autre débat, donc parlons de l'anglais. Nous allons voir à chaque vidéo un thème en anglais. Je parlerai en français pour que vous puissiez comprendre, on ira petit à petit. À chaque fin de vidéo, je vous donnerai un petit exercice et une liste de vocabulaire à apprendre. Les conseils que je peux d'ores et déjà vous donner, c'est tout d'abord de parler anglais avec un natif anglo-saxon. Pour ma part, par exemple, j'ai un ami natif de Londres avec qui je peux avoir des discussions en anglais et cela est très enrichissant car il va avoir l'accent londonien, eh bien, en parlant avec lui, je vais m'entraîner. Ça va rendre la langue vivante, concrète. Parce qu'une langue, c'est vivant, c'est concret. C'est comme de la musique. Je suis très mélomane, je ne sais pas si c'est votre cas. C'est comme de la musique. Il faut habituer l'oreille. Ce pourquoi, d'ailleurs, je vous encourage à écouter de la musique en anglais, à écouter des débats en anglais si vous aimez la politique, ou à lire en anglais. Lire, dans tous les cas, je vous encourage à lire, car lire affine l'esprit, ouvre l'esprit. Bon, c'est un autre sujet, mais je vous encourage à lire en anglais. Et si c'est le cas, à ne pas vous arrêter à chaque terme que vous ne connaissez pas, mais à les noter et à la fin, les revoir et les noter pour les apprendre. Mais pas de vous arrêter à chaque fois, sinon ça va vous décourager. Ensuite, pour ceux qui n'aiment pas lire, oui, ça arrive. Pour cela, je vous encourage à regarder des séries ou des films selon vos goûts en anglais. Et attention pour les sous-titres. Si vous regardez des séries ou des films en anglais, je vous encourage à mettre les sous-titres en anglais. Si vous mettez les sous-titres en français, vous allez avoir le réflexe terriblement humain de lire les sous-titres français et vous n'allez pas apprendre l'anglais. Donc je vous encourage vraiment à mettre les sous-titres en anglais si vous comptez regarder des séries ou des films en anglais. Dans tous les cas, il faut vraiment habituer votre oreille. Ce pourquoi dans ces podcasts, je parlerai parfois anglais, parfois français. Le but, ce n'est pas non plus que vous soyez perdu. Et le but est également que vous appreniez des notions sur le système juridique anglo-saxon, des notions de culture générale également. Donc, je vais parler français, il n'y a pas de souci. Parfois, je m'adresserai à vous en anglais, car cela habituera encore une fois votre oreille. Donc je suis vraiment heureuse de faire ce cours-là avec vous, car pour ma part, j'apprécie l'anglais, j'aime parler en anglais. Donc j'espère pouvoir à nouveau, comme pour le droit, vous transmettre cet amour que j'ai pour cette langue. Une langue est vivante, elle se parle, elle s'entretient, c'est comme la langue corse par exemple. Il faut la parler, il faut la vivre, il faut... La théorie ne suffit pas. Voilà. La théorie dans les langues étrangères ne suffit pas. Il faut vraiment la pratique et la pratique avec des natifs en particulier. Cette introduction étant terminée, on commence avec le thème numéro 1.
Let me introduce this podcast in English. Je vais introduire ce podcast en anglais car je pense qu'il est important que vous entendiez parler anglais pour que votre oreille s'habitue. So, here is the first podcast in Legal English, and here we will cover different topics in each podcast on politics, common law, business law, English jurisdiction, and even some well-known cases. With each podcast, I will offer you an exercise to follow. You are free to do it or not. However, I strongly recommend it. I will also give you a summary of the legal vocabulary to learn at the end of the video. So, let's start. On va commencer cette introduction par expliquer ce qu'est le common law. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment comprendre que nous n'avons pas le même droit chez nous en France que dans les pays anglophones. Donc, apprendre la langue anglaise ne suffit pas. Si vous voulez, par exemple, être avocat au Royaume-Uni, il vous faudra également apprendre le droit anglais, c'est-à-dire le common law. Il me paraît donc pertinent de commencer par ce thème pour poser les bases, donc le common law, comprendre que les pays anglophones ont un système juridique différent du nôtre. En effet, dans notre beau pays qu'est la France, nous avons un droit dit romano-germanique, contrairement à une grande partie des pays anglophones qui ont le droit de la common law, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Donc c'est leur système juridique en vigueur aujourd'hui. Donc la tradition juridique des pays dits de common law s'est construite via la même matrice, à partir de la même matrice, soit le common law anglais qui s'est développé à l'initiative des rois d'Angleterre à l'époque médiévale. Alors, en effet, le système de common law s'est agencé progressivement en Angleterre, entre le 5e et le 15e siècle. L'avènement des rois anglo-normands marque l'édification d'une monarchie centralisée qui favorisera l'agencement d'une justice royale efficace. Et c'est dans ce contexte que s'épanouissent des notions clés du common law comme la technique du right ou la technique du précédent, case law, ou les garanties processuelles attachées au procès juste, notamment le jury ou l'interdiction de la détention arbitraire, consacrée entre autres par la célèbre Magna Carta de 1215. Donc ça, c'est entre le 5e et 15e siècle. Et plus particulièrement entre les 14e et 15e siècles, les procédures et la jurisprudence des cours royales dites de common law deviennent de plus en plus rigides et conduisent à l'apparition de la juridiction d'equity sous l'impulsion du Lord Chancellor. Donc là, par exemple, on s'arrête un moment. Il faut vraiment que vous notiez la technique du right, le case law, la Magna Carta, l'equity, parce que tout ça, il faudra l'apprendre et le comprendre. Je continue. Donc la common law a ensuite évolué dans un contexte de mutation politique et religieuse, initiée d'ailleurs au XVIe siècle, et qui conduisent à la consécration du régime parlementaire à l'occasion de la Glorious Revolution de 1689 et à l'adoption de textes mythiques tels que la Petition of Rights, l'Habeas Corpus Act ou le Bill of Rights. Ça c'est pareil, il faudra le connaître. Et dans le contexte d'émergence du parlementarisme, la dualité entre juridiction de common law et d'equity s'affirme avec force et entraîne une concurrence assez âpre entre celles-ci. Cela d'ailleurs aboutit aux grandes réformes législatives des années 1870 qui vont réorganiser le système judiciaire anglais et mettre fin à la dualité de juridiction. Alors, parallèlement aux mutations politiques et constitutionnelles anglaises évoquées, l'Empire britannique se constitue. Il en résulta du coup une diffusion du common law anglais par la monarchie et les colons dans les territoires coloniaux, ce qui a posé ainsi les premières bases de la future famille des systèmes
anglophone de common law. Et donc aujourd'hui dans le droit positif veut dire droit en vigueur à l'heure où je parle, le droit anglais ne connaît que deux sources, la loi, statute law, et la jurisprudence, case law ou precedent. Donc concernant les sources du droit de la common law, l'une des caractéristiques de ce système, c'est l'importance de la jurisprudence. En effet, les juges ont un pouvoir créateur de droit. La jurisprudence est une des principales sources du droit dans le système de la common law, contrairement à notre système. Toutefois, et attention, le jour du CRFPA, si vous tombez sur ce sujet, il est faux de dire que le pouvoir du juge est supérieur à celui du législateur. C'est faux. Non. Les juges doivent respecter les lois adoptées par le législateur. Mais ce sont les juges qui, en interprétant la loi, lui donnent sa véritable valeur, son véritable sens. Les juges, et surtout aux États-Unis, comme vous le savez, la Cour suprême dispose donc aussi d'un pouvoir politique. Enfin, en vertu du principe du précédent dont je vous ai parlé, les décisions de justice ont une valeur aussi à l'égard des tiers. Ce principe signifie que le juge a l'obligation de respecter toutes les décisions rendues précédemment. Et si au départ ce principe était appliqué de façon stricte, stricto sensu, interdisant notamment les revirements de jurisprudence, à présent son application est plus restreinte. Il ne concerne désormais que les décisions antérieures rendues par des juridictions supérieures. Voilà pour les sources du droit, ce qu'il faut vraiment bien comprendre. Enfin, petit point sur le droit des contrats et le droit de la responsabilité délictuelle, qui sont deux pans du droit très importants. Dans les droits anglo-saxons, concernant le droit des contrats, la liberté des co-contractants est extrêmement grande. Je résume par cette phrase, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Soit la protection des parties faibles ne revêt pas la même importance que dans les pays de civil law. Les parties doivent donc prévoir dans leur contrat tous les éléments de leur relation contractuelle. Les contrats sont donc, vous l'aurez compris, très longs et extrêmement précis. Enfin, un petit mot sur le droit de la responsabilité délictuelle, qui est également un grand pan du droit. En droit américain, on entend souvent des condamnations à des montants extrêmement élevés. Pourquoi? En raison de l'existence de DI punitifs, dommages et intérêts punitifs. Pourquoi? Parce que les règles de droit de la responsabilité délictuelle aux États-Unis n'ont pas seulement vocation à réparer le dommage, mais aussi à punir son auteur, d'où les montants faramineux qu'on entend. Enfin, dernier point à savoir sur le système de la common law, c'est celui de l'aide juridictionnelle, l'AJ. Vous savez qu'en France, nous avons l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est une aide financière permettant l'accès au juge pour les personnes dont les revenus ne sont pas suffisants. Alors, aux States, dans de nombreux États, il n'existe pas de système d'AJ, donc d'aide juridictionnelle, institutionnalisé. Et lorsqu'elle existe, elle ne parvient pas à répondre à la demande. Elle est donc souvent assurée par ce qu'on appelle des legal clinics, qui sont composés d'étudiants en droit ou alors par des associations à but non lucratif. Donc vous voyez que le système juridique de la common law est très différent du nôtre. Il s'agit d'ailleurs, après la civil law, du second système juridique le plus répandu dans le monde. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que si cette fameuse common law est née au Royaume-Uni, comme je vous l'ai expliqué avec les brefs rappels historiques, elle s'est exportée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui constituent un des plus grands pays aujourd'hui de la common law. Il existe d'importantes différences avec l'évolution connue au Royaume-Uni. Donc ça complexifie ce système. Par exemple, aux États-Unis se sont développées certaines procédures qui ne sont pas utilisées en droit anglais. Je pense par exemple à la procédure de discovery ou la cross-examination. Et de la même façon, le due process ne correspond pas au droit au procès équitable de l'article 6 de la CEDH. Donc voilà les principaux points que vous devez savoir sur le common law.
J'ai été volontairement large car j'apprends le droit de façon entonnoir. Je commence par le large et on ira step by step, c'est le cas de le dire, step by step, en profondeur de façon de plus en plus précise sur certains sujets. Pour le CRFPA, pour les examens, pour ceux qui sont encore en licence master, il faut vraiment connaître les grands principes de la common law et pouvoir comprendre et expliquer les différences entre la civil law et le système juridique français. Donc voilà pour un panorama de la common law. Nous allons donc ensuite voir plus précisément certaines notions, notamment l'equity. Donc ne vous inquiétez pas, on va aborder tous les thèmes nécessaires pour les examens. Comme je vous l'ai dit en introduction, à chaque podcast, je vous donnerai du vocabulaire à apprendre par cœur, 10 mots à peu près à apprendre par cœur, et un exercice à faire que vous êtes libre bien sûr de faire, mais que je vous conseille vivement de faire. Pour le vocabulaire à apprendre cette fois-ci, tout d'abord la loi. Je l'ai cité, comment dit-on la loi? Là, essayez de me devancer pour réviser votre anglais. An act. Projet de loi. On l'a vu avec un texte important dont je vous ai parlé. Bill. Ensuite, une revendication. A claim. Un procès. Donc on peut également traduire par dossier. Essayez de trouver. Si je laisse des secondes passer, c'est pour que vous puissiez trouver par vous-même. Case. Ensuite, le droit coutumier, le droit commun. Vous l'aurez compris, common law. Interdire quelque chose officiellement. Donc là, c'est un verbe. To ban. Poursuivre. To prosecute. Poursuivre en justice. To sue. Plaider. To litigate. Homologuer. Allez, on essaie de trouver. To probate. Donc je vous mettrai bien entendu ces 10 mots de vocabulaire à apprendre par cœur sous la description de la vidéo, comme pour les arrêts de jurisprudence en droit administratif et procédure administrative. Comme exercice, je peux vous en proposer 2. Le premier, c'est de faire un tableau pour noter les différences entre le système de la common law et le système romano-germanique. Le second exercice que je vous recommande, c'est de faire une sorte de petite dissertation sur l'equity que nous verrons donc la prochaine fois. En 2 grandes parties, 2 sous-parties. Pour ceux qui sont inscrits à la prépa d'ERN, j'ai vu que pour l'instant vous êtes 10. Donc pour moi c'est largement faisable. Pour ceux qui sont inscrits à la prépa d'ERN, donc vous m'envoyez vos travaux et ensuite je vous les renvoie corriger ou le cas échéant, je vous renvoie la correction que j'aurai faite pour tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas encore, car j'ai reçu un mail à ce sujet, vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au 15 novembre sur la prépa d'ERN. Donc vous avez en dessous de la vidéo un lien. Vous avez seulement à donner votre courriel pour que je puisse vous joindre et votre nom d'université ou d'IEJ. Et vous pourrez accéder aux corrections et aux sujets, et ce dans toutes les matières de la prépa d'ERN. Donc pour ceux qui m'écrivent en m'envoyant des plans pour que je les corrige, je suis d'ores et déjà désolée de vous dire que je ne peux pas procéder ainsi, car sinon ça deviendrait du grand n'importe quoi. Donc il n'y a pas de souci, je comprends votre démarche, mais rejoignez-moi via la prépa d'ERN, inscrivez-vous, et là je pourrai vous corriger correctement pour ceux qui m'ont écrit dernièrement. Et pour les autres, vous connaissez le process. Je vous souhaite de bien réviser. Ne négligez pas l'anglais, c'est souvent l'erreur que l'on fait, que ce soit lorsqu'on est étudiant ou lorsqu'on passe des concours. Et enfin, pour ceux qui m'ont posé la question pour le droit des obligations, bien sûr que je vais faire toutes les capsules en droit des obligations pour le CRFPA. Néanmoins, j'ai déjà des capsules en droit des obligations qui couvrent pratiquement tout le programme de licence 2. Donc je vous encourage à aller les voir en attendant. Et ensuite,
je reprendrai chaque thème de droit des obligations avec encore plus de précision pour le CRFPA, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. On commence pour l'instant par justement les matières qui ont le moins de coefficients et au second semestre, on ira à fond pour les matières qui ont le plus gros coefficient. Dans tous les cas, nous ferons vraiment l'ensemble du programme, donc ne vous inquiétez pas, tout va arriver en temps et en heure. Pour ceux qui ne se seront pas inscrits pour les corrections de la prépa d'ERN après le 15 novembre, parce que je vais le terminer, je vais le fermer là, ne vous inquiétez pas non plus, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, ne vous inquiétez pas non plus, car pour le second semestre, je réouvrirai d'autres inscriptions pour les corrections du second semestre. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et à bientôt sur Juriste de demain.